Bonjour, bienvenue à cette deuxième midi-conférence SPGQ, un projet qu'on met en place présentement pour rentrer en contact davantage avec nos membres pour les informer des sujets d'intérêt. Aujourd'hui, on reçoit un actuaire conseil, Jonathan Baum, pardon, qui vient vous parler du régime des assurances collectives offert aux membres du SPGQ. C'est un sujet qui est assez important et généralement très discuté là, au sein de nos membres. Donc, Jonathan va venir nous expliquer un petit peu l'environnement juridique, les tenants et aboutissants là, de notre régime d'assurance. La façon dont nous allons fonctionner, c'est que M. Jonathan va faire une présentation aujourd'hui et vous aurez la chance de mettre des questions ou d'utiliser l'onglet Q et R qu'on retrouve dans le haut de l'écran. Vous pouvez inscrire vos questions et le 5 juin prochain, notre actuaire conseil va revenir et répondre à ces questions, récapituler la matière. Et on va pouvoir répondre aux questions les plus fréquentes là, sur le régime d'assurance. Évidemment, on ne prendra pas les questions qui sont sur des cas précis, des cas personnels. Vous pouvez appeler au SPGQ là, pour parler de ces cas-là. Mais ici, c'est vraiment démystifier un peu tout ce qui est le régime d'assurance collective du SPGQ. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions et mettez déjà la date du 5 juin à votre agenda. Monsieur Jonathan Baum va revenir répondre aux questions. Ceux qui n'auraient pas eu la chance de participer ou de regarder la séance en direct, elle sera disponible aussi sur notre site Internet au cours des prochains jours là, ou en début de semaine prochaine. Donc, sans attendre, je vais passer la parole à M. Jonathan Baum, notre actuaire conseil, qui vient vous expliquer le régime d'assurance collective du SPGQ. Merci. Bonjour tout le monde, merci François. Donc bonjour à tous, bienvenue à cette première séance en fait d'information sur l'assurance collective. Donc c'est certain que l'assurance collective c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de surtout vous expliquer en fait des notions de base en assurance collective pour mieux comprendre comment le tout fonctionne et aussi adresser la question de la pérennité du régime. Vous le savez, le régime d'assurance maladie, surtout, là, coûte très cher. Et donc, l'objectif de la rencontre, c'est un peu d'expliquer pourquoi là, le régime coûte aussi cher. Donc, sur ça, je vais en fait partager mon écran et je vais juste demander à peut-être François de me confirmer que le tout fonctionne. Oui, on voit bien. Parfait, merci. Et là, je vais en mode présentation. Parfait. Donc, on va commencer en fait la première section de la présentation avec les principes de base de l'assurance collective. Donc, qu'est-ce que l'assurance collective? En fait, l'assurance collective, c'est une composante de la rémunération indirecte, hein. Donc, la rémunération globale comprend la rémunération directe, donc tout ce qui est question de salaire, bonification, temps supplémentaire et tout. La rémunération indirecte, l'assurance collective, régime de retraite en fait partie. Il y a tout ce qui est aussi la rémunération non pécuniaire, là, tout ce qui n'est pas relié à une somme d'argent nécessairement. Donc, l'assurance collective, bien évidemment, c'est une assurance de personnes. Donc, c'est un regroupement de beaucoup de gens pour partager le risque entre eux. Et il y a beaucoup d'avantages à l'assurance collective, là, entre autres, évidemment, tout ce qui est tout ce qui concerne les économies d'échelle, quand on met en place un régime d'assurance collective pour un très grand nombre de personnes, mais évidemment, tous les frais d'administration générale, de mise en place du régime peuvent être dilués là, à travers tous les gens qui y participent. Euh, L'assurance collective, c'est aussi en complémentarité avec tous les programmes gouvernementaux qui existent. Donc, par programme gouvernementaux, on peut penser évidemment à la RAMQ. Donc, les frais du médecin à l'hôpital, par exemple, sont payés via la RAMQ, ne sont pas remboursés par le régime d'assurance collective. Donc, l'assurance collective vient compléter tous ces programmes-là. La Régie des rentes du Québec aussi qui paye des prestations d'invalidité, la CNESST. L'assurance collective vient vraiment compléter tous ces programmes-là. Évidemment, l'assurance collective, ce n'est pas juste une question d'argent, de rémunération. L'objectif aussi de mettre l'assurance collective en place, c'est évidemment d'assurer, de supporter la santé des gens, de ceux qui en ont besoin, là. Initialement, l'assurance collective a été inventée pour aider les travailleurs qui construisaient des chemins, des tracts de chemin de fer
donc pour les protéger. Donc, à l'origine, c'est ça. Maintenant, c'est vu beaucoup comme une forme de rémunération directe parce que beaucoup d'organisations, beaucoup d'employeurs offrent de l'assurance collective, mais ce n'est pas juste une question financière, évidemment. Donc, quelques principes fondamentaux de l'assurance collective. Donc, les employés doivent être activement au travail à temps plein pour être admissibles à l'assurance collective dès leur admissibilité. L'assurance est obligatoire. Donc, si ce n'était pas obligatoire, il y aurait des répercussions, que ce soit sur le coût du régime d'assurance collective ou certains critères d'adhésion. Donc, l'assurance collective, d'emblée, de façon générale, et pour l'ensemble des couvertures d'assurance collective, normalement, c'est obligatoire. Surtout au niveau des couvertures d'assurance invalidité, d'assurance maladie, puis ça, on va y revenir un petit peu plus loin. Donc, le choix des protections est restreint. Ce n'est pas des régimes qui sont à la carte avec des niveaux de complexité très, très élevés, parce que plus c'est compliqué à mettre en place, on viendrait réduire les économies d'échelle qui découlent, dans le fond, d'un des avantages de mettre en place un régime d'assurance collective. Donc, lorsque l'employé cotise, le prélèvement se fait sur la paye. Donc, c'est simple, les déductions se font à la paye. Il y a aussi un calcul des avantages imposables qui est fait pour les cotisations payées par l'employeur. Et un des principes fondamentaux quand même importants, c'est que l'employeur doit contribuer au régime. Hein? Si on a un régime d'assurance collective qui est obligatoire, puis qui est 100% payé par les employés, par les membres, ben, ça peut créer beaucoup d'insatisfaction parce que les gens qui n'utilisent pas beaucoup le régime d'assurance collective ben, trouveraient ça un peu injuste d'être forcés de participer au régime d'assurance collective. Alors, un des principes assez fondamentaux, c'est que l'employeur doit contribuer au régime d'assurance collective. Le risque va évidemment être réparti parmi l'ensemble des gens qui participent. Ça aussi, on va l'adresser un peu plus en profondeur un peu plus tard dans la présentation. Donc, au niveau de l'écosystème OSPGQ, on a évidemment les parties prenantes ici. Donc, on a le preneur, l'assureur, l'administrateur et les personnes assurées. Donc, les membres du SPGQ et leurs personnes à charge. Donc, le rôle de chacun au niveau du SPGQ, bon, le SPGQ est preneur du contrat d'assurance collective, donc c'est vraiment lui qui signe le contrat. C'est le SPGQ qui décide de l'assureur. Le SPGQ décide de mettre fin au régime d'assurance. C'est une décision. En fait, mettre fin avec un assureur, c'est la décision du SPGQ. Les décisions aussi sur le design du régime, la conception du régime, le niveau de générosité, toutes ces décisions-là reviennent au SPGQ. Évidemment, on ne peut pas tout mettre en place. L'assureur doit être capable de l'administrer, mais la plupart, la très, très grande majorité des décisions qui touchent la couverture du régime d'assurance collective, la décision revient au SPGQ et ses membres, évidemment. Le SPGQ aussi est signataire de l'entente financière. Donc, il se trouve être des ententes qui sont mises en place entre le SPGQ et l'assureur au niveau du partage de risques. Donc, le SPGQ a des ententes comme celle-là. Si je prends comme exemple l'assurance auto pour tous et chacun, bon, on paye une prime à l'assureur et l'assureur va payer des réclamations pour réparer la voiture. Puis s'il a payé vraiment beaucoup de réclamations dans une année, là, ben, il ne va pas facturer le manque à gagner. C'est l'assureur qui va l'absorber. En contrepartie, si vous payez la prime, il n'y a aucune réclamation, ben à ce moment-là, c'est l'assureur qui va faire des profits avec cette prime-là. Donc, ça, c'est au niveau de l'assurance individuelle automobile. Pour un contrat d'assurance collective, d'un groupe de la taille de celui du SPGQ, ben, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc, il y a vraiment une entente qui est mise en place avec l'assureur. Et s'il y a trop de primes qui est payée pour une année, pour couvrir les réclamations de l'ensemble des gens, ben là, à ce moment-là, ça fait une ristourne. Donc, c'est un surplus qui s'en va dans un compte pour venir stabiliser les primes au fur et à mesure. Puis s'il y a un déficit, ben, à ce moment-là, il va être récupéré dans les années à venir en fonction de l'amélioration de l'expérience du groupe. Donc, une entente, cette entente-là, c'est quand même important. C'est quelque chose qui est en place entre le SPGQ et l'assureur, puis ça permet d'avoir les frais les plus compétitifs dans le marché. Donc, au niveau de la tarification, évidemment, l'assureur va soumettre sa tarification à chaque année et le SPGQ va négocier la tarification. C'est un exercice qui se fait annuellement. Donc, ça, c'est le rôle au niveau du SPGQ. Au niveau de l'assureur, donc Beneva, anciennement la capitale,
Donc, c'est lui, évidemment, qui prend le risque en bout de ligne. Donc, si le contrat se termine entre le SPGQ et l'assureur, s'il y a un déficit qui est accumulé, ben, à ce moment-là, c'est l'assureur qui va l'absorber. Donc, il y a un risque de leur côté. Et surtout, en fait, c'est que Beneva fait l'adjudication et le paiement des réclamations. Donc, toutes les réclamations sont soumises à Beneva. C'est lui qui administre et qui paye la réclamation. Au niveau de l'employeur ou des employeurs, bon, le rôle, c'est l'administration générale. Toutes ces tâches-là sont détaillées dans la convention collective. Donc, c'est l'employeur qui fait l'adhésion des gens au régime d'assurance collective, qui fait le prélèvement des primes. Et il y a aussi toute la question de gestion de l'invalidité de courte durée, là, quand c'est les employeurs qui versent le salaire plutôt que l'assureur. Et finalement, bon, au niveau des personnes assurées, les membres du SPGQ, évidemment, autant les membres que leurs personnes à charge, leur rôle, ben, c'est d'adhérer au régime. Et évidemment, ben, ensuite, soumettre des réclamations quand il y a des réclamations. Donc, ça vous dresse un peu là, le portrait de tout l'écosystème du régime d'assurance collective, le qui fait quoi entre les différentes parties prenantes. Donc, le contrat d'assurance collective est négocié entre le SPGQ et l'assureur. Donc, l'employeur n'intervient pas dans les négociations sur le contrat d'assurance collective avec l'assureur. Le contrat, puis là, on voit les deux documents en fait contractuels entre le SPGQ et l'assureur. On a à gauche le contrat, donc, qui se trouve dans le fond être la brochure d'assurance collective avec des sections supplémentaires utiles pour le contrat. Ça inclut toutes les définitions de personnes à charge, définition d'invalidité, définition de salaire, toutes les conditions d'assurance, donc les règles d'admissibilité pour être admissible au régime d'assurance collective. Et évidemment, toute la description des protections. C'est dans ce document-là que l'assureur vient décrire comment et quelles réclamations de soins médicaux, par exemple, vont être versées. Donc, ça, c'est au niveau du contrat. Et l'entente financière, j'en ai parlé assez longuement tout à l'heure. C'est le document au niveau de l'entente du partage de risque avec l'assureur. C'est confidentiel, mais par confidentiel, c'est surtout que ce n'est pas de l'information qui est publique. Là. Il n'y a pas vraiment d'information très, très confidentielle là-dedans. C'est les frais de l'assureur, puis des méthodes là, pour calculer les intérêts, comment le calcul à chaque année va être fait. C'est confidentiel plus en raison du fait que l'assureur ne veut pas divulguer ces informations-là publiquement pour des raisons de compétitivité avec d'autres assureurs. Donc, ce sont les deux ententes là, que le SPGQ a en place avec l'assureur. Donc, évidemment, le renouvellement annuel, c'est un exercice qui est fait chaque année. Donc, l'assureur va soumettre ses calculs, donc selon leurs calculs, leurs hypothèses, leur méthodologie. Voici, dans le fond, les ajustements au taux de prime qui sont nécessaires pour payer les réclamations que l'assureur anticipe payer l'année suivante. Donc, c'est un exercice qui est fait à chaque année. Au cours de cet exercice-là, de façon générale, le SPGRU évalue, regarde aussi au niveau de modification au régime. Donc, ça se passe au même moment et tous les termes aussi de l'entente financière. Donc, s'il y a une négociation des frais, des hypothèses, des taux d'intérêt, tout ça, tous ces éléments-là sont discutés lors de l'exercice annuel de renouvellement. Donc, survol rapide des garanties qui sont offertes aux membres du SPGQ. Donc, on a évidemment l'assurance maladie qui est obligatoire, sauf en cas d'exemption. On va expliquer tantôt pourquoi c'est obligatoire. On a l'exemple de contribution de l'employeur. La contribution varie selon la convention collective, selon l'employeur. Mais les montants sont assez similaires, assez semblables d'un groupe à l'autre. Ici, on a illustré là, la contribution de l'année 2023 pour les professionnels de la fonction publique. L'invalidité de courte durée, ça va être les premières semaines où l'employeur verse des prestations et non pas l'assureur. C'est obligatoire. Et la contribution de l'employeur, évidemment, c'est 100%. C'est l'employeur qui assume le plein coût de cette couverture-là. Ensuite, on a l'invalidité de longue durée qui est obligatoire aussi et dont l'employeur ne contribue pas. Et ensuite, on a toutes les couvertures qui sont optionnelles. Donc, l'assurance vie, assurance décès, mutilation accidentelle, assurance maladie redoutée et les soins dentaires qui ont été ajoutés là, en janvier 2024. Donc, ces couvertures-là sont 100% optionnelles et 100% à la charge
des membres. Donc, quand on regarde ce tableau-là, ce qu'on constate assez rapidement, en fait, c'est que l'employeur, mis à part l'invalidité de courte durée, ne contribue pas ou peu au régime d'assurance collective. Et plutôt, je mentionnais que c'était un principe assez fondamental pour avoir un régime d'assurance collective qui est attrayant. Il faut que l'employeur contribue de façon un peu plus significative que présentement. Mais là, c'est la situation actuelle avec laquelle vous devez vivre. Donc, on va ensuite, en fait, j'ai fait un tour rapide, un survol rapide là, de différentes notions de base de l'assurance collective. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble l'assurance maladie. Donc, encore là, l'objectif, c'est de vous expliquer, c'est que vous compreniez pourquoi les primes augmentent à chaque année, puis qu'est-ce qui menace en fait là, la pérennité du régime d'assurance maladie principalement. Donc, on ne parlera pas d'invalidité, on ne parlera pas d'assurance vie, pas de point dentaire. On va focuser vraiment sur l'assurance maladie. Donc, il y a des obligations légales en assurance maladie dès qu'on offre de l'assurance accident, mais ça c'est autant en maladie ou en invalidité. On n'a pas le choix, en vertu de la loi sur l'assurance médicaments du Québec, qui a vu le jour en 1997, on n'a pas le choix d'offrir un régime d'assurance médicaments. Donc, la participation au régime, vraiment, elle est obligatoire. Donc, le SPGQ n'a pas le choix d'offrir une couverture d'assurance médicaments qui est incluse dans l'assurance maladie. Et les membres n'ont pas le choix d'y adhérer quand on leur offre un régime d'assurance médicaments. La seule façon que les membres peuvent renoncer, c'est ils ont accès à un autre régime privé d'assurance santé qui inclut aussi de la couverture de médicaments auprès, normalement, du conjoint ou de la conjointe. Ça peut être aussi les parents, là, si les gens sont... C'est pour les gens qui sont plutôt jeunes, là, en bas de 25-26 ans. Donc, et la couverture d'assurance médicaments que le SPGQ n'a pas le choix d'offrir doit être au moins aussi généreuse que celle du régime général d'assurance médicaments, qui se trouve être le régime public d'assurance médicaments, qui a vu le jour en 1997. Donc, pas le choix d'offrir de l'assurance médicaments. Les gens n'ont pas le choix d'y adhérer et ça doit être au moins aussi généreux que ce qui est offert au public. Et quand on regarde la couverture d'assurance médicaments au public, en fait, le régime public détermine une liste de médicaments qui sont admissibles. Hein, il y en a plus de 8000. Cette liste-là, elle est publique, elle est disponible en ligne sur le site de la RAMQ. C'est un document assez volumineux là, de plus de 700-800 pages. Et dans ce document-là, il y a la liste de tous les médicaments qui sont remboursés par le régime public. Et ces médicaments-là, le SPGQ n'a pas le choix aussi de les rembourser dans le régime d'assurance collective. Donc, ça, c'est une des obligations. Le régime du SPGQ rembourse plus de médicaments, rembourse les médicaments qui sont prescrits par des médecins qui ne sont disponibles que sur ordonnance. Donc, c'est un peu plus large que la couverture de liste des médicaments de la RAMQ. Mais au moins, on n'a pas le choix de respecter cette liste-là. Donc, ça, c'est la liste des médicaments admissibles. Ensuite, ce que les gens payent de leur poche, on n'a pas le choix de respecter le déboursé annuel maximum de la RAMQ, qui est à 1196 présentement. Donc, les gens qui n'ont pas de régime d'assurance collective, qui sont couverts dans le public, dès qu'ils payent 1196 de leur poche, à ce moment-là, le régime doit le rembourser à 100 %. Donc, ça, c'est au niveau du régime public. Et ça, on n'a pas le choix de le respecter dans le régime privé aussi. Donc, dès qu'il y a des membres du SPGQ couverts en assurance maladie qui déboursent plus de 1196 de leur poche, le régime n'a pas le choix de rembourser à 100 le coût du médicament. Donc, c'est des règles, c'est des obligations avec lesquelles on doit manœuvrer en assurance collective. Vous allez comprendre, évidemment, que tout ça met de la pression à la hausse sur les coûts du régime d'assurance collective. Donc, en termes de principe de tarification, donc comment la prime est déterminée, ce qu'on entend souvent, c'est tout à fait normal, là. Les gens comparent combien ça leur coûte avec
ceux conjoints, conjointes, un ami. Puis, évidemment, c'est facile de faire cette comparaison-là, mais il y a des éléments qui ne sont pas tenus en compte quand on fait cette comparaison-là. C'est la contribution de l'employeur. Hein? Puis ça, on a des données de régime plus typiques dans le marché. Là, on va le voir un peu plus loin. Mais généralement, les employeurs vont contribuer au moins 50 de la prime du régime d'assurance collective, ce qui n'est pas le cas pour les régimes, pour le régime des membres du SPGQ. Donc, les principes de base de la tarification, j'en ai glissé un mot un peu plus tôt. Donc, l'assureur, à chaque année, il estime les réclamations qu'il va payer dans la prochaine année. Il ajoute ses frais. C'est comme ça que le niveau des primes est déterminé. Donc, chaque année, c'est le même exercice. Peu importe le contrat, donc peu importe le régime d'assurance collective, à réclamation égale, si les gens réclament de la même façon, la différence sur le coût de la prime, ça va être au niveau des frais. Donc, les frais de l'assureur, notamment. Donc, la taxe, elle est la même, peu importe le régime d'assurance collective. Plus le groupe est nombreux, plus il y a des économies d'échelle. Donc, les frais pour un régime d'assurance collective de 50 personnes ne sont vraiment pas du tout les mêmes que les frais pour un régime de pas loin de 20 000 participants, comme c'est le cas du SPGQ. Donc, plus le groupe est nombreux, plus il y a des économies d'échelle, évidemment, qui sont faites au niveau des frais. Donc, la prime est répartie sur l'ensemble des adhérents. Donc, si je continue la mathématique, l'assureur va estimer les réclamations de la prochaine année, va ajouter ses frais, puis on divise ça. Théoriquement, on divise ça par tous ceux qui participent. C'est comme ça qu'on détermine le niveau des primes. Donc, plus il y a d'assurés, plus la répartition de la prime se fait sur un grand nombre de personnes. Donc, quand il y a des réclamations plus importantes, puis il y a des médicaments qui coûtent très, très cher, et plus on a de gens dans le regroupement, plus ça permet de limiter l'effet que ça peut avoir sur la prime qui est payable. Donc, tous ces principes de base de tarification-là s'appliquent évidemment avant l'application de la contribution employeur au régime d'assurance maladie. Donc, on a un petit exemple ici pour expliquer la mathématique. Donc, ici, on a un petit groupe là, de 50 personnes. Les frais sont de 5 Normalement, pour un groupe de 50 personnes, je vous confirme que les frais ne sont pas à 5 mais c'est plus facile d'utiliser ces chiffres-là pour la présentation. Donc, on a le profil de réclamation ici. Donc, sur les 50 personnes, on a 15 personnes qui réclament en moyenne 100 ce qui donne 1 500 pour ces 15 personnes-là. On a 4 personnes qui réclament 750 ce qui donne 3 000 Puis on a une personne qui a un médicament coûteux, coûte 15 500 Et donc, pour tous ceux qui réclament, là, la somme donne 20. Ces 20 personnes-là réclament pour 20 000 Puis il y a aussi 30 autres personnes qui ne réclament pas. Donc, selon le principe que je viens de vous expliquer, prime égale réclamation plus frais, donc la prime totale est égale aux réclamations, donc 20 000. On ajoute à ça les frais de 5 ça donne 21 000. On divise ça par 50 personnes, ça donne une prime de 420 Donc, c'est très simpliste comme exemple, mais c'est la mathématique qui est faite à chaque année par l'assureur. Donc, si, évidemment, on peut ajouter la taxe de vente qui représente 9 de la prime d'assurance maladie. Donc, si on prend le même exemple avec les mêmes réclamations, mais au lieu d'avoir 50 personnes, on a 25 personnes. Donc, il y a moins de gens qui ne réclament pas. Mais on retrouve notre 21 000, mais au lieu de le diviser par 50 personnes, on divise par 25 personnes, ce qui donne 840 Donc, on voit là que on voit le principe que j'expliquais tout à l'heure de la répartition du risque, plus le nombre de personnes est important. Donc voilà. Au niveau de en fait, la répartition des réclamations, donc la tarte qu'on a à l'écran présentement, on voit là, les différents types de soins qui sont réclamés dans le régime du SPGQ. Donc, ce qui est en rouge, c'est les médicaments, 88 Ce qui est en vert, c'est les professionnels de la santé. En mauve, on a les soins de la vue. En bleu, on a les autres soins médicaux. Puis on a l'hospitalisation, le 0,1 là, qui est à peine visible à l'écran.
Donc, ce qu'on remarque évidemment, c'est que les médicaments prennent une portion très, très, très importante de la tarte, 88%. Puis ce qu'on vient de mentionner, c'est qu'on a des obligations de la loi sur l'assurance médicaments sur quels médicaments on couvre, comment on les couvre. Donc, si on veut faire des efforts, si on veut essayer de faire des modifications au régime pour que ça coûte moins cher, ben, il y a une grosse partie de la prime d'assurance maladie qu'il n'y a rien qui peut être fait. On ne peut pas enlever des médicaments qui sont sur la liste REMQ. On ne pourrait pas modifier les paramètres pour en rembourser moins. On peut le faire, mais il y a des plafonds, des planchers qu'on va devoir respecter à cause de la loi sur l'assurance médicaments. Donc, on est un petit peu menotté dans ce qui peut être fait pour contrôler les coûts du régime. Et ça, je vous dirais que c'est le grand débat de tous les régimes d'assurance collective, d'essayer de contrôler les augmentations de coûts avec la loi sur l'assurance médicaments qui nous contraint un peu dans ce qui peut être fait. Donc, on a ici un graphique qui présente l'évolution des montants payés pour les médicaments. Donc, les médicaments, dans les 20 dernières années, autant le nombre de médicaments que le type de médicament, ça a évolué énormément. Il y a eu vraiment une transformation spectaculaire du risque en assurance maladie. Ce graphique-là présente les dernières années, mais si on reculait avant ça, la tendance se continuerait aussi, là. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que les barres en grise représentent les montants payés pour les médicaments, puis la ligne rouge, le nombre de certificats. Donc, ce qu'on voit, c'est que les médicaments ont augmenté de 7% en 2019-2020 par rapport à 2018-2019. Ensuite, 21%, 20% et 8%. Fait que c'est des grosses augmentations, alors que le nombre de certificats n'a pas augmenté de façon aussi significative. Donc, quand on augmente nos réclamations, puis on divise par un nombre de personnes qui n'a pas augmenté à la même vitesse, bien, cet élément-là font que ça fait augmenter les primes d'assurance maladie. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, là, si on recule avant ça, la courbe serait. Fait que, depuis une vingtaine, à peu près 20 ans, il y a des augmentations beaucoup plus élevées que l'indice des prix de la consommation là, au niveau de l'assurance maladie là, à chaque année. Donc, c'est le contexte avec lequel on doit travailler. Et quand je parlais de transformation du spectaculaire du risque, là, encore là, on a juste les dernières années ici, là. Mais ce graphique-là présente l'évolution du nombre de certificats. Donc, un certificat, c'est un membre avec ou sans ses personnes à charge. Donc, ça peut être une famille ou ça peut être une personne individuelle. Donc, on a le nombre de certificats qui ont réclamé plus de 25 000 au niveau des médicaments. Et vous voyez dans la dernière année, 1,4 des certificats, là. Donc, c'est moins de 300 personnes, là, ont réclamé pour 45,5 des réclamations. Donc, il y a beaucoup de hauts réclamants, beaucoup de gens qui réclament des médicaments très, très coûteux. On voit ici l'évolution depuis pratiquement 10 ans. En 2013-2014, il y avait 15 certificats qui ont réclamé plus de 50 000. Le plus haut remboursement, c'était 104 000. Puis là, maintenant, en 2022-2023, il y a 72 certificats qui ont réclamé plus de 50 000. Mais là, regardez ça ici, le plus haut réclamement est à 2,2 millions de dollars par année. Fait que ça, c'est un risque qu'il y a dans le marché présentement. Il y a des médicaments qui coûtent extrêmement cher, 500 000, 1 million, 2 millions. On n'a pas le choix de les rembourser en fonction de la loi sur l'assurance médicaments du Québec. Et ça met évidemment une pression à la hausse sur les coûts du régime d'assurance maladie. Donc, il y a plusieurs, évidemment, médicaments coûteux. On a un exemple ici, le Trikafta, 400 000 par année pour le traitement de la fibrose kystique. C'est un médicament assez révolutionnaire, un médicament miracle là, qui traitait la fibrose kystique. Donc, ce médicament est arrivé à l'automne 2022. Et donc, évidemment, il y a une dizaine de cas dans l'ensemble du SPGQ qui ont besoin de médicaments comme celui-là. Fait que juste ces médicaments-là, ben, ça représente une augmentation de près de 5 millions des réclamations. Fait que ça, c'est la réalité avec laquelle on vit. Il y a des médicaments qui arrivent comme ça dans le marché, qu'on n'a pas le choix de rembourser, et qui coûtent extrêmement cher.
Nouvelles indications de médicaments onéreux. Donc, on a un exemple ici, le Stelara, qui est à 30 000 par année. Donc, au départ, c'était pour le psoriasis. Ensuite, le rhumatisme psoriasique, maladie de crâne, colite ulcéreuse. Donc, ces médicaments-là se trouvent à fonctionner très bien pour certaines maladies. Puis ensuite, ben, les fabricants euh, font des demandes d'approbation pour des nouvelles indications. Donc, le même médicament sert à couvrir de plus en plus de problèmes de santé. Et ça fait augmenter l'utilisation des médicaments dans le régime. On voit en fait le prochain point, c'est justement l'augmentation de l'utilisation. Donc, les médicaments pour la dépression, c'est un autre exemple, donc qui est au premier rang des classes thérapeutiques au niveau du régime du SPGQ. La consommation est passée de 10 à 12 Fait que les médicaments sont de plus en plus une option de traitement des soins de santé pour différents soins de santé. On peut penser aussi à l'Ozempic pour le traitement du diabète, dont vous avez certainement entendu parler. Donc, quand ces médicaments arrivent, bien évidemment, les gens l'utilisent. Ça fait augmenter l'utilisation, qui fait augmenter les coûts du régime. Évidemment, pour contrebalancer ces effets-là ou les pressions vers la hausse, ce qui peut être fait, une action, c'est de travailler ou de se sensibiliser sur le fait que prendre des médicaments pour une plus longue période va faire réduire va avoir des effets bénéfiques sur les coûts du régime. Donc, une provision, par exemple, de Synthroid, c'est un médicament pour la glande thyroïdienne. C'est un médicament qui ne coûte pas très cher. Mais si on le prend pour 30 jours, on a des honoraires de pharmacien de 30 jours. Hein. Le pharmacien prend les pilules, compte les pilules, met ça dans le petit pot, puis il donne ça au patient. Puis évidemment, il y a une discussion qui est engagée aussi avec le patient. Ce n'est pas juste mettre des pilules dans un petit pot, mais il faut dire qu'il y a un travail qui est fait par le pharmacien pour 30 jours. Puis si on demande une prescription pour le travail pour 90 jours, bien, ça ne demande pas nécessairement beaucoup plus de travail de la part du pharmacien. Et là, on a une durée de traitement pour 90 jours. Donc, il y a des économies qui sont faites au niveau des honoraires du pharmacien. Puis ça, on va y revenir un petit peu plus tard pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais bref, au SPGQ, 68 des réclamations du Synthroid, ce n'est pas de réclamation de 30 jours, alors que la dose ne change pas d'un mois à l'autre. Les gens pourraient facilement augmenter à une durée de traitement de 60 à 90 jours pour réduire les coûts du régime d'assurance collective. Donc, ici, on a la formule qui explique comment le prix du médicament est déterminé. Donc, on a le coût de la molécule qui est uniforme au Canada. Peu importe que ce soit public ou privé, le coût de la molécule est la même. On ajoute à ça la marge bénéficiaire du grossiste. Donc, tous les médicaments qui sont présents sur la liste RAMQ, à peu près 8000 médicaments. Ces médicaments-là, c'est encadré par la loi sur l'assurance médicaments au niveau de la marge bénéficiaire du grossiste. Donc, celui qui prend le grossiste, donc, qui amène les médicaments du fabricant vers la pharmacie. Donc, c'est fixé à 6,5 du coût de la molécule, maximum 49 Les médicaments qui ne font pas partie de cette liste-là, ben, à ce moment-là, ce n'est pas encadré par la loi sur l'assurance médicaments. Ensuite, on ajoute à ça les honoraires du pharmacien. Donc, au public, c'est environ 9 10 pour le renouvellement d'une prescription. Ces coûts-là ou ces frais-là sont négociés entre le gouvernement et l'AQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Alors qu'au privé, il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de contrôle qui est mis en place. Les assureurs négocient avec la QPP, mais ne négocient pas des honoraires pour des honoraires maximum. Donc, c'est le libre marché. Ceci étant dit, évidemment, les pharmaciens ne chargent pas, chargent des prix raisonnables, sont tenus de le faire en fonction de leur ordre professionnel. Mais qu'est-ce qui est un prix raisonnable? Évidemment, il n'y a pas de balise par rapport à ça. Je vous dirais que ce qu'on observe, ce qui a été observé dans les réclamations du SPGQ, c'est qu'au privé, pour une prescription, donc dans le régime du SPGQ, pour une prescription de 30 jours, les honoraires du pharmacien étaient autour de 20 Donc, c'est à peu près le double des honoraires au niveau du régime public. Et quand on augmente les prescriptions à une durée de 90 jours, bien, à ce moment-là, il y a moins d'écart qui subsiste entre le public et le privé. Donc, c'est comme ça que les prix des médicaments sont déterminés. Et là, on a des exemples ici de quelques médicaments, parce que tous les détails que je vous expliquais
qu'on vient de vous présenter sont inscrites sur la facture du médicament. Ça, c'est nouveau depuis quelques années. Donc, on a par exemple le premier médicament, l'Avamis, qui est pour des allergies. Donc, on a le coût de la molécule, 20,74 $. Le coût du distributeur, qui est limité à 6,5 % du coût de la molécule. Et on a ensuite, le total à 22 $. On a les honoraires professionnels à 15,71 $. Donc, on voit que les honoraires représentent 15 $ sur le 38 $ du prix de la prescription. Donc, 41 % du montant total, c'est pour les honoraires du pharmacien. C'est presque le double. Hein? Les honoraires de la RAMQ, là, au niveau du public, c'est 9-10 $. Là. Donc, on est à 15-16 $ ici. Là. On a un autre exemple pour l'Advair, qui est un médicament pour l'asthme. Encore une fois, le coût de la molécule à 129 $, distributeur à 8,36 $. On a les honoraires professionnels à 40 $. Donc, 40 $ sur 177 $, ça représente 22 % du montant total. C'est pour les honoraires du pharmacien. Ça, c'est presque 4 fois les honoraires du public, là, autour de 9-10 $. L'autre exemple aussi, encore une fois, vous voyez, là, Teva salbutamol pour l'asthme aussi. Donc, sur 19 $, prix du médicament coûtant. Il y en a pratiquement 14 $ qui est pour les honoraires du pharmacien. Et on a un autre exemple aussi en bas au niveau du Novomoxin pour l'antibiotique. Prix total, 31 $. Regardez, là, honoraire professionnel, 28 $. Donc, le coût du médicament est minime, là, 2,75 $. Distributeur, 6,5 % de ça. Ce qui fait que ça donne un montant très, très important pour les honoraires professionnels. Donc, à la lumière de cette information-là, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est quand vous allez à la pharmacie, pour un médicament, regardez votre facture, juste d'en prendre connaissance, déjà, ça l'aide à comprendre comment les coûts fonctionnent. Ces honoraires-là professionnels varient d'une pharmacie à l'autre. Donc, on pourrait être tenté de comparer aussi d'une pharmacie à l'autre. Donc, si vous faites affaire avec plusieurs pharmacies, c'est quelque chose que vous pourriez regarder là, pour comparer comment ça varie d'une pharmacie à l'autre, voir s'il y a une pharmacie qui facture moins cher. Les gens ont tendance à penser que le prix du médicament est partout pareil, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et je vous inviterai aussi à regarder si vous avez un médicament dont la dose ne change pas beaucoup d'un mois à l'autre. Essayez-le pour 90 jours, puis vous allez voir là, que les honoraires professionnels ou le coût total de la facture va être moins élevé. Donc, exercice intéressant à faire. Donc, toujours qu'au niveau de la pérennité, on a à l'écran ici différents éléments qui mettent de la pression sur les coûts du régime. On ne les regardera pas tous. On a parlé des obligations qui découlent de la loi sur l'assurance médicaments du Québec. On a les critères d'analyse de l'INES. Donc, l'INES, c'est l'entité qui détermine quels médicaments vont se retrouver sur la liste RAMQ. Et dans ces considérations, puis il y a un comité, une quinzaine de personnes qui décident si le médicament va se retrouver sur la liste. Il n'y a personne qui représente les régimes privés d'assurance collective sur ce comité-là. Donc, il y a peu ou à ce jour pas de considération qui est faite à l'égard des régimes d'assurance collective privés. Donc, l'INES détermine quels médicaments se retrouvent sur la liste. Puis, à quelque part, les régimes privés ne sont pas consultés. Donc, c'est peut-être des choses qui pourraient changer éventuellement, mais c'est un des éléments qui met de la pression sur les coûts du régime. Des engagements de l'État, ce qu'on va dire par là, c'est qu'il y a maintenant plusieurs médicaments qui peuvent être pris à la maison pour le traitement de certaines maladies, entre autres le cancer. Donc, au lieu d'avoir des frais à la RAMQ au niveau de régime d'assurance maladie du Québec, à ce moment-là, ces frais se retrouvent dans les régimes privés d'assurance collective. Donc, il y a un transfert de frais qui s'observe présentement avec l'arrivée de plus en plus de médicaments qui peuvent être pris à l'extérieur du milieu hospitalier. On a également aussi la question des rabais confidentiels des fabricants de médicaments. Donc, les gens qui sont couverts dans le régime public, la RAMQ paye des médicaments pour ces gens-là.
Puis à la fin de l'année, il y a une comptabilisation qui est faite en fonction d'entente avec les fabricants. Il y a une ristourne qui est versée à la RAMQ. Puis cette ristourne-là représente près de 15% du coût des médicaments. On n'a pas ça dans les régimes privés. Il y a des ententes comme celle-ci depuis quelques années avec certains fabricants, mais les ristournes ne sont pas de 15% du coût des médicaments. Là. On parle plus de 1 ou 2, 3% là, en termes de ristourne qui est faite. Non. Ça aussi, ça met de la pression. Là. Donc, je ne les passerai pas tous. Je pense que vous avez compris l'essentiel du message. Ici, on présente en fait comment se compare le régime d'assurance collective avec ce qu'on voit en termes de standards de marché. Donc, vous voyez là, l'exemple de contribution de l'employeur ici, 8 20 par mois, 100 d'invalidité courte durée, puis ensuite 0 Ce qu'on voit plus dans les régimes privés, dans le secteur privé, donc pas dans le secteur public, parapublic, mais dans le secteur privé, ce qu'on voit, c'est beaucoup ça ici. Là. Donc, généralement, un régime qui paye 50, 60, 75 du coût total du régime d'assurance collective, qui inclut l'assurance maladie, qui inclut l'invalidité, qui inclut l'assurance vie. Donc, généralement, c'est ce qu'on voit de plus typique, je vous dirais. Là. Quand on le regarde par garantie, ben, c'est à peu près 50 de chacune des garanties. Donc, on est loin de ce qui est observé dans le marché, dans le secteur privé. Dans le secteur public, parapublic, c'est semblable. Donc, les gros syndicats qui offrent un régime d'assurance collective, un peu comme le SPGQ, mais les contributions de l'employeur sont semblables à celles du SPGQ. Donc, en dollars, ce que ça représente pour 2024, donc vous voyez l'exemple de coût par paye pour un employé de la fonction publique. Donc, module de base, protection individuelle. Donc, ça, c'est le régime refuge. Là. Donc, on n'a pas le choix. J'ai pas le choix de participer au régime d'assurance collective. Je veux que ça me coûte le moins cher possible. Je vais dans le régime de base, protection individuelle. Presque 64 par paye. L'employeur contribue 3,69 Donc, l'employé paye 90 des coûts du régime d'assurance maladie. Module intermédiaire, protection familiale, 170 par paye pour l'employé. Contribution, 9,23 Donc, c'est 5 là, du coût total du régime d'assurance collective. Donc, on voit qu'évidemment que si l'employeur contribuait de façon beaucoup plus significative, ça viendrait alléger énormément le fardeau du coût d'assurance maladie. Ça permettrait probablement aux gens de choisir une meilleure protection intermédiaire, enrichie. Ça permettrait au SPGQ de peut-être bonifier le régime aussi pour améliorer la couverture des professionnels, par exemple. Mais là, toute modification au régime, et ça a un impact sur le coût. Et le coût est très, très, très sensible étant donné son importance présentement. Là. Donc, on illustre ici, là, si l'employeur payait 50 de la prime, donc ça représenterait une baisse là, de 63 à 33 pour un individuel, puis un régime de base, puis de 170 à 90 pour un intermédiaire, protection familiale. Et si vous demandez, dans le fond, ce qui a été négocié au Front commun, là, qui a été beaucoup plus publicisé là, dans les derniers mois, c'est une augmentation de la contribution employeur de 150 pour un individuel, puis 250 pour un familial. Donc, le 3,69, si par exemple, l'augmentation était la même pour les membres du SPGQ, on passerait de 3,69, on l'augmenterait à 5,74. Le 9,23 augmenterait de 9,62. Donc, c'est pas nécessairement des gains qui sont significatifs qui vont alléger le fardeau qu'il y a présentement. Là. Donc, ici, on illustre l'historique des augmentations. On en a beaucoup parlé. Je pense qu'on comprend mieux peut-être d'où ça vient ou pourquoi ça augmente. Ça augmente parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sortent. Les gens utilisent le régime. On voit dans les dernières années, le SPJQ n'a pas été épargné. 7,9 en 2021, 7 en 2022, 8,3 en 2023, 13,3 en 2024. Je vous dirais ici, là, à 8,3, l'assureur demandait 21,1. Le SPJQ a négocié à 14,5, mais on a dû faire des coupures au régime pour que la hausse soit plus acceptable
pour tous. Donc, c'est ce jeu-là, c'est ce processus-là qui est fait à chaque année vis-à-vis ces augmentations importantes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire peut-être les protections du régime pour que ce soit un peu plus acceptable comme augmentation? Mais vous voyez que c'est plus difficile de réfléchir à des améliorations au régime quand le coût augmente déjà de 13,3 %. Donc, c'est le contexte avec lequel le SPJQ doit vivre dernièrement. Et le déficit, oui, continue de se creuser avec l'assureur. Donc, par rapport à l'entente financière, donc en assurance maladie, les primes des dernières années n'ont pas été suffisantes pour payer les réclamations des dernières années. Donc, il y a un déficit là, qui s'engrange du côté de l'assureur. Et quand il y a un déficit comme ça, c'est un peu plus difficile de négocier avec l'assureur, parce que l'assureur, évidemment, il est au risque, puis il veut essayer de récupérer ce déficit-là. Donc, un rappel, l'augmentation qui était requise, c'était 17,6 en 2024. Il y a eu des coupures importantes au 1er janvier 2023 pour atténuer les futures augmentations. Ces coupures-là ont généré évidemment son lot d'appels au SPJQ. Plusieurs des membres étaient évidemment insatisfaits. Un rappel justement des coupures qui ont été faites dans les dernières années pour essayer de contrôler cette hausse-là. Substitution générique, donc vous direz que c'est évidemment une tendance générale dans l'industrie pour essayer de contrôler les coûts. Donc, on modifie le remboursement du médicament en fonction du médicament qui est équivalent, mais moins cher. Même chose au niveau de la substitution biosimilaire, sauf que cette fois-ci, on s'adresse aux médicaments qui sont biologiques. Donc, souvent, il y a beaucoup de médicaments coûteux là-dedans. Entre autres, un gros médicament qui était très, très populaire, c'est le Remicade, là, qui coûtait 50 à 75 000 par année. Donc, avec la substitution au biosimilaire, ben, on avait un médicament qui était semblable, très, très équivalent, pour environ 30 % moins cher. Et en 2023, il y a eu des modifications plus importantes. Retrait de la couverture des médicaments à vente libre, alignement du déboursé maximum avec celui de la RAMQ. Donc, le seuil à partir duquel le régime rembourse à 100 % a été relevé pour le mettre équivalent à celui de la RAMQ. Et aussi la franchise de 5 $ par prescription pour encourager en fait les achats de 90 jours. Parce que la franchise s'applique que la prescription soit de 30 jours ou 90 jours, la franchise est de 5 $. Donc, si vous allez à la pharmacie 3 fois, 30 jours, vous allez payer 15 $ de franchise. Si vous y allez une fois pour 90 jours, c'est 5 $. Et en 2024, devant évidemment l'effet d'Ozempic, la vague de médicaments qui s'en vient pour le traitement de l'obésité. Il y a Wegovy qui est sorti dernièrement, qui est arrivé en pharmacie 2 semaines, avec un médicament qui coûte entre 5 et 6 000 $ par année. Mais devant l'arrivée de ces médicaments-là, pour encore là, contrôler les coûts du régime, il y a un maximum viager qui a été mis en place de 5 000 $ au 1er janvier 2024. Donc, rapidement, évidemment, un médicament en voie de développement, l'idée, ce n'est pas de vous décourager, là, c'est de vous expliquer que les médicaments continuent de se développer. Ici, on a, selon la maladie ou le problème de santé, le nombre de médicaments qui est en voie d'être développé. Donc, on voit que le cancer, il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui sont en voie d'être développés. Des médicaments de spécialité, donc biologiques, qui coûtent plus cher à concevoir, coûtent plus cher à produire, donc évidemment qui coûtent plus cher aussi en pharmacie. Là. Donc, on a beaucoup de cas de cancer, maladies inflammatoires aussi. Donc, ça, c'est ce qui est en voie de développement. Mais il y a aussi des médicaments qui sont déjà en marché avec des nouvelles indications à venir. Puis encore là, on a les mêmes classes. Donc, beaucoup de cas de cancer, maladies inflammatoires. Donc ça s'en vient dans les prochaines années. Puis quand ces médicaments-là vont arriver, ça va avoir un impact sur les coûts du régime du SPGQ. Puis en contrepartie, puis ça, c'est pas illustré ici parce que c'est plus difficile à anticiper, mais il y a aussi des médicaments génériques ou biosimilaires qui s'en viennent, qui vont venir aussi là, réduire un peu les augmentations à venir. Là. Donc, quelques exemples de médicaments coûteux à venir. Donc, au niveau de la migraine, il y en a deux principaux qui s'en viennent. On a aussi pour le diabète le Mounjaro, qui est un équivalent à l'Ozempic,
Mais oui, donc pour le diabète, c'est équivalent à c'est des molécules semblables, là, je dirais, je pourrais le dire de cette façon-là, à l'Ozempic. C'est un médicament à 3 000 par année. Mais on a aussi le Wegovy, donc j'ai mentionné, là, pour la perte de poids. Puis il y en a d'autres à venir pour la perte de poids aussi, là. Donc vous les voyez, c'est quelque chose que le SPGQ suit, que les consultants dans le domaine suivent pour essayer d'anticiper les impacts qu'il pourrait y avoir sur les coûts du régime et que les assureurs aussi suivent, évidemment, de façon très serrée. Et ça vient teinter leurs hypothèses euh, quand vient le temps du renouvellement d'assurance collective. Au Québec, on a évidemment la loi sur l'assurance médicaments, qui est bien, qui offre une couverture d'assurance médicaments à tous, ce qui n'est pas le cas partout ailleurs. Mais il y a des bons programmes où il y a des provinces qui ont des choses en place qui font en sorte que ça coûte moins cher dans le privé, puis on n'a pas ça ici. Donc, le but, c'est juste de vous partager l'information pour vous sensibiliser qu'il y a peut-être d'autres approches qui pourraient être prises par le gouvernement qui pourraient aider. Donc, par exemple, en Colombie-Britannique, pas en Ontario, il n'y a pas d'obligation de couvrir les médicaments dans l'assurance en assurance maladie. Fait que déjà, on n'est pas obligé de les couvrir. Il n'y a pas de liste de médicaments qu'on n'a pas le choix de couvrir, remboursement minimum et tout ça. Ces paramètres-là n'existent pas. Donc, il y a le BC Pharmacare, qui se trouve être l'équivalent de la RAMQ, qui est en place, qui rembourse le prix des médicaments quand ça excède un certain seuil au niveau du revenu familial. Donc, il y avait quelque chose en place comme ça au Québec, par exemple, ben, au-delà d'un certain seuil, ce serait la RAMQ qui prendrait en charge le coût de ces médicaments-là. Et ça viendrait alléger beaucoup le fardeau financier du régime. On l'a vu tout à l'heure, 1,4 des gens réclament pour 45 des coûts, donc il y a beaucoup de gros utilisateurs. Donc, si les régimes publics prenaient ça en charge, ben, ça aiderait définitivement à baisser les coûts du régime. Il y a quelque chose de similaire aussi au niveau de l'Ontario avec le programme Trillium. Et autant en Ontario qu'en Colombie-Britannique, il y a des agences pour le cancer qui sont là, qui remboursent des médicaments pour le cancer. Donc, ça vient aussi contribuer à réduire les coûts du régime. Puis on voit d'ailleurs à quel point ça a des effets. Donc, ici, on a les coûts moyens parmi les provinces au niveau des régimes privés. Donc, par exemple, dans l'Ouest, c'est 940 en moyenne par certificat, alors qu'au Québec, c'est 1545. Fait qu'on voit clairement que ces programmes-là réduisent les coûts dans les régimes privés. Donc, en termes de contribution employeur, ben, vous voyez l'historique pour les professionnels de la fonction publique, puis c'est semblable avec plusieurs autres employeurs, en fait, avec la totalité des employeurs. Aucune augmentation en 25-30 ans de la contribution, ça s'est vraiment maintenu au niveau qu'on avait dans les années 90. Il y a eu dernièrement, là, dans les dernières conventions collectives, une négociation pour une augmentation, mais ce n'est pas des augmentations qui font une très, très grande différence. Donc, quand la contribution est fixe en dollars comme ça, bien, les employés assument 100 des augmentations annuelles, 100 du coût des améliorations au régime. En contrepartie, s'il y a une coupure dans le régime, la coupure, elle bénéficie à 100 aux membres et non pas à l'employeur. Donc, graphique ici, les deux prochains graphiques qui illustrent dans le fond le coût de la contribution de l'employeur versus le coût du régime. Donc, on voit là, ce qui est en rouge, c'est la contribution de l'employeur. Ça ne représente pas une partie significative du coût. On a des exemples qui nous le démontrent ici. Ici, on a un tableau qui présente, dans le fond, le coût en pourcentage du salaire net. Donc, on prend le salaire brut, on enlève l'impôt fédéral, provincial, le coût des régimes provinciaux. Puis, on regarde ensuite le coût de la contribution au régime d'assurance maladie. Puis on voit que bon, déjà, pour les gens qui ont une famille, là, ça peut représenter un coût très, très important, là. Milieu d'échelon, quelqu'un qui gagne 70 000 par année, familial enrichi, c'est presque 15 de son salaire net qui est affecté à l'assurance maladie seulement. Donc, c'est des coûts importants. Et ce que ça a comme ce que ça génère comme réaction des gens, c'est que les gens se disent, ben là, ça coûte très, très cher. Je vais me diriger vers l'option qui coûte le moins cher possible, qui est le régime de base. C'est un régime refuge. Il ne couvre pas grand-chose, mais il ne coûte pas cher. Les gens se dirigent là-dessus.
Et ce que les gens font aussi, c'est, ben là, je vais me couvrir dans le régime de mon conjoint, ma conjointe, généralement qui est plus généreux. Donc, ce que ça a comme conséquence, c'est que la participation dans le régime diminue beaucoup. Donc, on voit qu'en 2010, on avait 74 des gens qui participaient. En 2023, on avait seulement 62,5 Et vous voyez l'augmentation ici pour le régime de base, c'est passé de 5 à 24 Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se couvrent dans le régime de base pour que ça coûte moins cher. Et ce que ça a comme conséquence, ben, les gens qui ont besoin de plus de soins de santé, qui veulent l'intermédiaire enrichi, il en reste de moins en moins. Et ça met une pression aussi à la hausse pour les coûts du régime. Donc, un peu en terminant, pour résumer les impacts de la contribution employeur qui n'est pas très importante, mais évidemment, ça a des effets sur les couvertures. C'est difficile de bonifier les couvertures quand ça coûte aussi cher. Euh, une spirale inflationniste qui s'observe. Hein. Les gens quittent le régime, les gens s'en vont dans le régime de base, c'est qu'il reste de moins en moins de gens couverts dans les couvertures plus importantes. Puis ça, ben, ça fait en sorte que ça augmente les coûts. Ça augmente les coûts, les gens se dirigent vers le régime de base. Puis c'est pour ça qu'on décrit ça comme étant une spirale inflationniste. Puis c'est difficile, ben, j'ai mentionné tout à l'heure, de bonifier les régimes, d'introduire le régime de soins dentaires. Ça a été fait. C'est optionnel à 100 pour les coûts, à la charge du participant. On n'a pas encore de données sur les niveaux de participation, mais quand les gens doivent payer le régime d'assurance maladie, le régime de soins dentaires, ça commence à faire beaucoup d'argent, puis ça devient difficile aux gens de participer dans le régime de soins, le régime de soins dentaires. Et comme le régime ne couvre pas 100 des dépenses en maximum, ben, c'est sûr que quand on va voir un spécialiste de la santé, ben, ça va coûter beaucoup d'argent de notre poche, puis ça, ben, ça peut être un frein aux démarches de santé des gens. Donc, tous ces éléments-là sont des conséquences un peu du fait que la contribution est pas élevée. Là. Puis c'est évidemment, c'est le point d'insistance un peu de la présentation d'aujourd'hui, mais c'est l'élément crucial là, qui fait en sorte que le régime peut apparaître non compétitif. Donc, face à ça, il y a quelques actions qui peuvent être prises de votre côté. Premièrement, juste d'assister aux formations, aux présentations que le SPGQ organise, juste de bien comprendre comment ça fonctionne, mais ça peut aider à accepter du moins la situation, à prendre action aussi, par exemple, en augmentant la durée de prescription des médicaments de 30 jours à 90 jours. C'est un petit pas, mais ça peut quand même faire une différence si tout le monde le faisait. Mais c'est aussi de valoriser hein, la contribution de l'employeur au régime d'assurance maladie. En bout de ligne, le SPGQ négocie ce que les membres demandent. Donc, si les membres valorisent ou priorisent, évidemment, tout ce qui est salaire et autres avantages sociaux et autres avantages, en fait, à ce moment-là, la contribution de l'employeur n'augmentera pas non, et la situation va perdurer. Donc c'est un peu à vous de laisser savoir, d'en parler à votre syndicat si c'est quelque chose que vous voulez prioriser. Là. Donc, avant de redonner la parole à François, il nous reste 2 petites minutes. Vous voyez là à l'écran où trouver de l'information, site web de Beneva, site web du SPGQ, il y a vraiment beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, les envoyer à avantages.sociaux@spgq.qc.ca et on va les compiler pour la deuxième séance d'information qui aura lieu dans 2 semaines. Sur ce, François, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup c'était une excellente présentation, très, très claire, ça a généré beaucoup de questions. Donc, déjà, ceux qui ont écrit dans l'onglet Q&R, sachez qu'on a récolté déjà vos questions. Jonathan va les analyser et va pouvoir y répondre le 5 juin. La présentation sera rendue disponible à partir de notre site. Vous recevrez sans doute une publication aussi par courriel pour, pour vous inviter à aller la consulter, ceux qui n'ont pas eu le temps. On vous invite aussi à la partager aux autres membres là, qui n'auraient pas été présents aujourd'hui. Les questions qui vous viennent en tête à une réécoute ou au courant de la semaine, vous pouvez les envoyer, comme Jonathan dit, à avantage.sociaux@spgq.qc.ca.
Donc, on va être de retour le 5 avec une réponse aux questions, une petite intervention. Puis on va aussi présenter là, les suites de ce projet là, de conférence SPGQ. Puis pour terminer, ben, je vais céder la parole à notre troisième vice-président, M. Martin Trudel, pour vous souhaiter une bonne après-midi. Merci François. Merci également Jonathan. Très bonne présentation toujours. C'était toujours excellent. Désolé de ne pas avoir pu être là au mot de Bienvu. J'étais double booké ce midi. Je voudrais remercier, je pense qu'on était à peu près un peu plus d'une centaine d'avoir été présents à cette séance d'information sur les assurances. Surtout qu'il y aurait à faire très beau dehors. Pour ceux qui ont préféré être avec nous, on aurait préféré que ce soit une journée pluvieuse des fois. Mais ce qui est bien, pour ceux qui n'ont pas pu être là, cette séance-là va être enregistrée, donc vous pourrez la revisionner. Partagez-la, partagez l'information, ça va être accessible sur le site du SPGQ. Donc, merci aux organisateurs aussi, François-Jean, Denis Cyr, Charlie Coder. Donc, vous savez qu'on a souvent plusieurs questions sur l'assurance et sur plusieurs autres sujets. C'est pour ça qu'on a décidé de faire des présentations le midi pour mieux expliquer. C'est une initiative qui avait débuté à Revenu Québec et on s'est rendu compte que ça pouvait être bien transposé à d'autres unités d'accréditation comme la fonction publique. C'est toujours un point qui est important présentement en négociation à la table. Notre volonté, c'est que l'employeur contribue une bonne partie en pourcentage des assurances. Il y a des augmentations, vous l'avez vu, là, qui affectent présentement directement votre salaire net, ce qui fait d'ailleurs que les personnes avec conjoints à l'extérieur de la fonction publique changent rapidement d'assurance. On essaie d'avoir l'idéal que ce soit un 50-50, qui puisse être contribution en pourcentage avec l'employeur. Parce qu'actuellement, je ne connais pas d'endroit où on a nécessairement des pièces d'assurance. Je vous lance le défi de trouver des endroits où on a des assurances qui sont aussi coûteuses pour aussi peu de services. Je pense que les augmentations, le problème présentement, c'est que l'employeur contribue des montants fixes. Donc, quand on a des augmentations, l'employeur, il ne contribue pas. Donc, on veut nécessairement que l'employeur puisse contribuer à toutes les augmentations des frais. On partage les frais. Là, ça devrait être la base. Donc, sans contribution de l'employeur significative, c'est très difficile de pouvoir améliorer les assurances actuelles, même si on change d'assureur, même si on décide d'ouvrir à des sièges sociaux hors Québec. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis on continue, là, comme je vous dis, là, au niveau des négociations, à tenter d'améliorer notre sort pour les assurances. Donc, est-ce que je te donne la parole, François, ou ça termine? Merci beaucoup à tous et bon retour à votre travail.